Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Datanaut, les mondes de la data. Alors, on va parler de statistiques et ce cours c'est un rappel des fondamentaux de statistiques. Plus tard, vous allez aussi découvrir un cours qui est plus avancé avec des formules mathématiques. Il ne faut pas avoir peur des formules mathématiques. Là, ici, c'est plus un rappel des fondamentaux justement pour se remettre un peu dans le bain et comprendre les statistiques. Normalement, vous êtes évidemment déjà au courant parce que ce sont des cours qui sont pour des personnes qui sont plutôt avancées. Alors, quelques généralités. La statistique, c'est la discipline qui étudie des phénomènes à travers la collecte de données, leur traitement, leur analyse. L'idée, c'est d'interpréter les résultats et leur présentation afin de rendre ces données compréhensibles par toutes et tous. C'est à la fois une science, une méthode et un ensemble de techniques. Notre objectif ici, ça va être de présenter les données, d'écrire les données, tirer des conclusions sur une population à partir des résultats obtenus sur un échantillon, et à la fin faire des bonnes prévisions. En termes d'utilisation, il y a la collecte de données. Des observations sont effectuées au sein d'une population relativement à un caractère ou à une variable. On va voir par la suite le vocabulaire, un petit rappel. Les résultats constituent une série statistique. En termes d'analyse de données, il s'agit de la détermination des paramètres statistiques qui permettent de caractériser la série statistique en question. On va pouvoir ensuite interpréter les résultats à l'aide de propriétés mathématiques ou en élaborant des tests pour en exploiter les résultats. Petit rappel, sur les statistiques, il y en a deux types. Il y a les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. Nous, on va plus s'intéresser aux statistiques descriptives. Statistiques descriptives, en termes d'organisation de présentation, les statistiques descriptives utilisent des tableaux, des graphiques et des indicateurs, la moyenne, la médiane, qu'on va voir par la suite, pour structurer et visualiser les données. En termes de résumé d'analyse, elles mettent en évidence les points clés pour simplifier l'interprétation des informations. Elles permettent aussi d'offrir une représentation quantifiable et claire d'un ensemble de données. Les statistiques inférentielles s'appuient sur les mathématiques, les probabilités et les tests d'hypothèses. Elles permettent de tirer des conclusions sur une population à partir de l'analyse d'un échantillon. C'est une façon aussi de généraliser, elles visent à prendre des décisions ou formuler des hypothèses sur un ensemble de données incomplet. Quel est le jargon statistique? Il y a la population, c'est l'ensemble de nos données. Un échantillon, c'est un morceau de la population, comme on peut le voir sur la droite. Un individu, c'est un élément précis dans la population. Un caractère, c'est une caractéristique d'un individu. Une série statistique, c'est l'ensemble des valeurs d'une variable. Alors attention, quand on parle de population ou d'individus, alors nos données on peut s'intéresser par exemple à des élèves, évaluer leur niveau en tant que dans les mathématiques, etc. Donc on a différentes caractéristiques, mais un individu peut être aussi, tout simplement, c'est pas forcément un individu humain, c'est un jargon statistique, ça peut être aussi s'intéresser à des voitures, des chats, des stylos, etc. Petit rappel sur les variables. Il y a des variables de type qualitatif et des variables de type quantitatif. Il y a évidemment les variables de type temporel, les jours, les mois, les heures, les minutes et les secondes. Intéressons-nous tout d'abord aux variables qualitatives. Il y en a deux types, il y a les variables nominales et les variables ordinales. Les variables qualitatives de type nominal, ça va être par exemple, pourquoi pas la nationalité, française, américaine, chinoise, un type de fruit, pomme, orange, banane, une profession, médecin, enseignant, ingénieur. Il y a aussi les variables de type qualitative et ordinale. Cette fois-ci, il y a une idée d'ordre, de hiérarchie. Ça peut être par exemple le niveau d'éducation, primaire, secondaire, universitaire. Vous voyez que ce sont aussi des groupes comme les nominales, mais il y a une idée de hiérarchie. Universitaire vient après secondaire, secondaire vient après primaire. Le niveau de satisfaction, encore plus clair. Très insatisfait, insatisfait, neutre, satisfait ou très satisfait. Ou aussi la taille des vêtements, small, medium, large, XL, etc. Les variables quantitatives, il y en a deux types, discrètes et continues. Les variables discrètes, ça peut être le nombre d'employés dans une entreprise, 50, 100, 150, le nombre de visites chez le médecin, 0, 1, 2, 3, etc., ou l'âge, qui va de 1 à 110 ans. Les variables quantitatives et continues, il y a la taille, on peut faire 170,5 cm, 180,3 cm, etc. Le poids, 55,7, 72,2, etc. La température, ça peut être 23,5, 37,8, etc. C'est une variable qui est continue. En termes de vocabulaire, on l'a dit, hein, il y a les variables aléatoires, discrètes, continues, mixtes. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable. Et le poids sert à déterminer la distribution des probabilités, c'est-à-dire à mesurer la probabilité d'occurrence de chaque valeur. Pour les variables discrètes, le poids total est réparti entre les différentes valeurs possibles. Pour les variables continues, le poids total est réparti sur l'ensemble du domaine de la variable.
On va parler des indicateurs et des différents indicateurs statistiques. Les indicateurs résument l'information d'une variable et permettent une compréhension objective des données. Le choix de l'indicateur dépend de l'angle d'analyse, puisqu'on s'intéresse à la tendance centrale, à la dispersion et à la position. En termes de position et de tendance centrale, on va s'intéresser tout d'abord à la moyenne. La moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre des valeurs. On peut le voir un peu sur la droite, on voit la valeur moyenne tout à droite sur le petit dessin. On a une petite formule très rapide, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est comprendre un peu, on se rafraîchit un peu les souvenirs. La médiane, c'est la valeur du milieu lorsque les données sont triées. Si n est impair, la médiane est égale à la valeur du milieu. Si n est pair, la médiane est égale à la valeur milieu plus la valeur milieu plus 1 divisé par 2. Le mode, c'est la valeur la plus fréquemment observée. Quels sont les avantages et les inconvénients de la moyenne et de la médiane? La moyenne est sensible à ce qu'on appelle les valeurs extrêmes. On parle aussi de valeurs aberrantes, ou en anglais d'outliers. La médiane, elle, est robuste aux valeurs extrêmes et ça offre une position centrale sans être influencée par celle-ci, tandis que justement la moyenne permet une analyse plus fine avec d'autres indicateurs. L'idée, c'est pas de se dire que la moyenne est meilleure que la médiane, ce sont différents points de vue, l'idée c'est de les utiliser, d'utiliser tous les outils qu'on a en tant que statisticien, en tant que data analyst, pour pouvoir donner un point de vue global. Ce qu'on peut voir ici sur la dispersion, on a trois dispersions différentes, on a vous voyez, trois graphiques. En fait, ces trois graphiques ont exactement la même moyenne, vous voyez, qui sont parfaitement symétriques, ils ont exactement la même moyenne, mais vous voyez qu'ils ne sont pas il y a une dispersion totalement différente de nos données. Vous voyez qu'il y a la courbe rouge qui a tendance à être plus écrasée vers une certaine valeur, alors que la courbe verte est totalement étalée en termes de distribution. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi mesurer la dispersion de nos données. Donc on va s'intéresser ici à l'écart type. Qu'est-ce que c'est que l'écart type? C'est la mesure de la dispersion des données par rapport à la moyenne. Alors la formule, on peut l'avoir en tête, mais ce qu'il faut comprendre sur l'écart type, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance. Qu'est-ce que c'est que la variance? Je ne vais pas rentrer pour l'instant, parce qu'il y a un cours qui est plus poussé là-dessus. C'est la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. L'idée, c'est de savoir, en gros, en moyenne, est-ce que nos données sont plus ou moins dispersées par rapport à la moyenne elle-même. Il y a la plage ou l'étendue, c'est la différence entre le maximum et le minimum. Et il y a aussi l'écart interquartile, c'est la différence entre le troisième quartile, Q3, et le premier quartile, Q1. L'écart interquartile, c'est Q3 tout simplement moins Q1. On va en parler un peu plus par la suite. Les quantiles, justement, qu'est-ce que c'est? Les quantiles divisent les données en pourcentages spécifiques. Par exemple, le quartile divise les données en 4 parties égales. L'idée, c'est de prendre toutes nos données. Imaginons qu'on a 100 individus. Et bien, on les divise. On va voir quelle est la valeur du 25e individu, quelle est la valeur du 50e individu, quelle est la valeur du 75e individu, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que le minimum? C'est la plus petite valeur de l'ensemble des données. Le maximum, c'est la plus grande valeur de l'ensemble des données. Alors, on peut voir ici ce qu'on appelle une boîte à moustaches, en anglais une box plot. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'écart interquartile, tous ces outils nous permettent de détecter en fait les valeurs, les fameuses valeurs extrêmes, c'est-à-dire des valeurs qui sont très grandes, très supérieures par rapport aux autres. Typiquement, sur les démographies, si on regarde les démographies humaines, donc on a la Chine, l'Inde, la population est de l'ordre de 1,5 milliard d'individus. Donc, comparé à la population française de 65 millions, vous voyez que la population chinoise et indienne est très grande par rapport à la moyenne des populations humaines. Alors ces petits box-plots, c'est intéressant, pourquoi? Tout d'abord, ici, on a les limites, on parle aussi de boîte à moustaches, comme on l'a dit, on a les limites des moustaches. Alors cette limite inférieure, c'est tout simplement le Q1 moins 1,5 fois l'écart interquartile. En dessous de cette valeur-là, on va avoir des outliers, pas forcément négatifs, mais des outliers du côté bas. On peut avoir des outliers du côté haut, c'est-à-dire on va avoir Q3 plus 1,5 fois l'écart interquartile. Au-delà de cette valeur ici, on va avoir ce qu'on appelle nos fameuses valeurs extrêmes. Alors la médiane, comment est-ce qu'on lit ça? La médiane, c'est comme on l'a dit, on coupe nos données au 50e individu et on regarde quelle est tout simplement la valeur. Comme on l'a dit, en coupant nos données en deux, on ne s'intéresse pas en fait justement aux valeurs extrêmes. Donc, il n'y a pas de sensibilité de la médiane par rapport aux valeurs extrêmes, c'est pour ça qu'on dit que la médiane est robuste aux valeurs extrêmes. Le premier quartile, c'est exactement la même chose que la médiane. En fait, la médiane, ce n'est rien d'autre que Q2. Q1 est le premier quartile, c'est-à-dire qu'on coupe nos données
un premier quart. Donc on va regarder le premier quart, on va regarder quelle est la valeur du premier quart. Et donc on va se dire par exemple, au 25e individu, si on regardait les salaires, voilà le salaire du 25e individu. En dessous de ce salaire, tous les gens ont un salaire inférieur et 75% de nos salariés, par exemple, ont un salaire supérieur à Q1. Q3, c'est exactement la même chose. On regarde le 75e individu, son salaire. En dessous de ce salaire-là, 75% des employés ont un salaire inférieur et 25% ont un salaire supérieur. Donc on l'a dit, hein, comment lire le boxplot, c'est un résumé, on a ici évidemment, si vous voulez voir, vous pouvez faire pause, hein, c'est ce qu'on a dit. En dessous de si minimum, les données sont considérées comme des outliers, des valeurs extrêmes, pareil ici. Donc il faut bien comprendre la lecture d'une boxplot, car ça va être un outil qui nous dit beaucoup de choses sur la distribution de nos données. On a enfin les indicateurs de forme. Les indicateurs de tendance centrale ou de dispersion similaire peuvent masquer justement des différences significatives dans la distribution des données. On a aussi d'autres indicateurs. Donc le skewness qui indique si la majorité des valeurs sont inférieures ou supérieures à la moyenne. On va voir en fait la question c'est est-ce que nos données ont tendance à aller un peu plus vers la gauche ou un peu plus vers la droite. Et le kurtosis qui permet de comparer l'aplatissement de la distribution des valeurs par rapport à une distribution normale. Donc vous voyez ici, sur nos données, on peut avoir des données qui sont un peu plus, qui vont être biaisées vers la droite, des données qui sont un peu plus biaisées vers la gauche, et au centre, ici, on a ce qu'on appelle une distribution plutôt normale. Donc vous voyez que sur une distribution normale, on va en parler un peu plus par la suite, c'est cette fameuse courbe en cloche, hein, c'est un rappel, donc vous êtes censé... je ne fais que vous rafraîchir votre mémoire, c'est la fameuse courbe en cloche, la courbe de Gauss, et sur une loi normale, on voit que une distribution normale, la moyenne, la médiane et le mode sont en général plutôt confondus. Alors que si on a un skewness négatif, on va avoir nos données qui vont un peu plus vers la droite, et si on a un skewness positif, on va avoir nos données qui vont avoir une distribution qui vont avoir tendance à aller un peu plus vers la gauche. Le kurtosis, lui, mesure l'aplatissement de nos données, toujours par rapport à une loi normale. Soit on a un kurtosis négatif, donc nos données vont être très écrasées. Si on a un kurtosis proche de 0, ça signifie qu'on a plutôt des données qui ont une distribution normale, et un kurtosis positif, on va avoir des données qui sont très étendues vers le haut. On a d'autres indicateurs, notamment les indicateurs de concentration. On va parler très rapidement. On a la courbe de Lorentz qui représente la distribution cumulative des valeurs dans une population, ce qui permet d'évaluer l'égalité de la répartition. Plus elle est proche de la bisectrice, on va le voir dans le graphique, ça va être plus clair, plus la répartition est égalitaire. Et l'indice de Gini, hein, ça mesure l'inégalité de la distribution en calculant l'aire, on va le voir par la suite, entre la bisectrice et la courbe de Lorentz. Un indice proche de 0 indique une répartition égalitaire, tandis qu'un indice proche de 1 indique une forte inégalité. C'est très intéressant justement de mesurer, d'avoir l'indice de Gini de la répartition des richesses dans différents pays. On peut voir est-ce que justement dans un pays, la richesse est équitablement répartie. En fait, l'idée est de savoir si sur 100 individus, est-ce qu'un individu concentre toute la richesse à lui tout seul, ou est-ce que la richesse d'un pays est équitablement répartie entre les individus. C'est exactement ce qu'on a ici, sur ce petit graphique. On a la fameuse courbe de Lorentz. On a la fameuse ici droite d'équirépartition, c'est-à-dire que plus la courbe de Lorentz se rapproche de cette droite d'équirépartition, plus on va avoir une répartition égalitaire de la richesse. Et plus cette courbe-là va se rapprocher ici de cet angle droit OBA, pardon, plus on va avoir une répartition inégalitaire. Donc l'idée c'est de mesurer cette R qui est ici. Donc en fait on va utiliser, pour mesurer l'air, on va utiliser une intégrale. Donc en mesurant cette R ici, en fait si c'est proche de 0, en fait on va avoir une répartition égalitaire. Si c'est proche de 1, on va avoir une répartition inégalitaire. La distribution normale, c'est un rappel ici, mais on va la voir de façon un peu plus précise par la suite. Donc la loi normale, c'est une distribution de probabilité continue qui est symétrique et qui a une forme de cloche, comme on peut le voir sur la droite, dans le petit graphique à droite. La moyenne, c'est la moyenne de la distribution normale, c'est le point central de la cloche qui représente la valeur attendue de la variable aléatoire. L'écart type mesure, comme on l'a dit, la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Plus l'écart type est élevé, plus la distribution est étalée. Et la courbe en cloche, hein, elle a une forme très
particulière, c'est une distribution en courbe de cloche, qui signifie que la plupart des données se regroupent près de la moyenne, avec moins de données situées à l'extrémité des queues. Et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que la distribution est totalement symétrique. Vous voyez que cette cloche est totalement symétrique, elle ne va pas plus à gauche, plus à droite, par rapport à la moyenne, ce qui signifie que les valeurs des deux côtés de la moyenne sont équivalentes en termes de probabilité. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe ici sur ce petit graphique euh, les données de la distribution des données. Donc la loi normale, ce qu'il faut comprendre, euh, c'est qu'elle est, c'est une loi universelle qu'on représente. On en reparlera un peu plus dans le grand cours de statistique et des applications. Justement, on parlera aussi de loi des grands nombres et de théorème central limite. C'est un peu plus poussé que ce rappel, justement, pour comprendre que globalement, toutes les données, plus on va avoir de données, plus elles ont tendance justement à avoir une distribution normale. Comment ça se lit ici? On a ici à 0 sigma, donc sigma pour rappel c'est l'écart type, c'est la valeur en fait de la moyenne. À un écart type ici, sur la droite, ici on voit qu'en gros c'est la dispersion moyenne de nos données. Vous voyez qu'on peut le lire dans les deux sens, on peut avoir moins 1 l'écart type. Alors qu'est-ce que c'est que cette distribution-là? C'est qu'en général ici, on a la très grande majorité de notre population. Donc ici, si on fait entre moins 1 écart type et plus 1 écart type, on a quasiment plus de 68% de nos données qui sont ici. Si on va au-delà, si on va jusqu'à 2 écarts types, et entre moins 2 écarts types et 2 écarts types, on va avoir quasiment 95%. Au-delà de 3 écarts types, on a quasiment 99% de la population. Et justement, on peut considérer que ce qui est au-delà de 2 écarts types ou de 3 écarts types, que ce soit dans un sens ou dans un autre, on peut les considérer aussi comme des valeurs extrêmes. Donc on l'a dit, les caractéristiques principales, c'est que la moyenne est le centre de la courbe. L'écart type mesure à quel point les valeurs s'éloignent de la moyenne. On l'a dit, 68% des données se trouvent près de la moyenne, à plus ou moins l'écart type. 95% des données sont dans un intervalle plus large. Par exemple, la taille des personnes, le résultat d'un examen, suivent en général une loi normale. Voilà, ce rappel est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.